Alors, passons maintenant à notre conférencier. Il s'agit de M. Hervé Fischer, théoricien de l'art sociologique depuis le début des années 70. Il a cofondé la Cité des arts et des nouvelles technologies de Montréal en 1985. Il a participé notamment au Biennale de Venise et de São Paulo, à la Documenta de Cassel et présenté des expositions solo dans de nombreux musées nationaux et d'art contemporain, que ce soit à Paris, Rotterdam, São Paulo, Montréal, Mexico, Buenos Aires, Montevideo, Santiago ou La Havane. Le Musée d'art moderne de Sérel lui a consacré en 2010-2011 une exposition rétrospective et un important catalogue. Il est présent dans de nombreuses collections publiques, notamment celle du MNAM, le Musée national d'art moderne, au Centre Georges Pompidou. Il a publié de nombreux livres sur l'art, les technologies numériques, la mythanalyse et la théorie de la divergence. Alors, j'invite M. Hervé Fischer à prendre la parole. Bonjour, merci. Le propos que je vais avoir, c'est de faire un petit peu avec vous le tour du jardin. De quoi parlons-nous quand nous parlons d'art numérique? On en parle tout le temps, mais c'est quoi? Et c'est quelque chose qui a commencé il y a un certain temps, mais il faut bien voir qu'au début, c'était l'affaire des militaires, c'était l'affaire des scientifiques, et ça a été l'affaire des artistes. C'est les trois catégories, finalement, à qui nous devons le succès actuel du numérique. Alors, c'est quand même assez bizarre, ce ménage à trois. Le ménage est important parce que les artistes sont ceux qui ont travaillé sur les contenus, sur la culture. Ce sont ceux qui nous ont permis de nous approprier les technologies numériques. Cela dit, il faut revenir aux scientifiques. Il faut comprendre que le numérique, ce n'est pas seulement l'Internet, les courriels et les réseaux sociaux. Il faut voir que toute notre cosmogonie actuelle, toute notre science sont numériques. La science d'aujourd'hui n'existerait pas sans le numérique. Tous les fichiers contemporains de la science, c'est des fichiers numériques. Donc c'est absolument majeur. Le web, c'est la pointe de l'iceberg, même pas. C'est vraiment pas grand-chose par rapport au fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'âge du numérique. La technoscience est complètement numérique, mais aussi, pas seulement la culture ou bien la gestion bancaire, mais aussi notre vie privée, comme vous savez bien. Mais jusque très profondément dans notre vie privée, jusque dans la vie affective, on peut parler de technosentimentalité, toutes les histoires d'amour qui se font sur Internet, vous en savez plus que moi à mon âge, mais c'est vraiment quelque chose qui est devenu maintenant naturel. Et c'est pour cela, parce que le monde d'aujourd'hui est numérique, qu'il est normal, un artiste peut très bien décider de résister à ça et le refuser et faire autre chose. Heureusement que c'est possible et c'est important que ce soit possible. Mais aussi, il est normal qu'il y ait des artistes qui décident que l'image du monde contemporain est numérique et que c'est là l'exploration, la sensibilité et la création qui sont importants pour lui en tant qu'artiste et pour nous. Alors effectivement, l'affaire remonte aux années 70, 80, vraiment en fait les années 80. Moi, ma première intervention numérique, c'était en 84. C'était un roman télématique francophone qui était sous le patronage de Umberto Eco et Italo Calvino. Et on réunissait une douzaine d'écrivains d'Afrique, d'Europe et du Québec et du Nouveau-Brunswick pour faire un roman collectif à 12 mains. Et donc, vous voyez, ça a été le début. Et j'avais à ce moment-là un des premiers Mac 512K qui ont été lancés en 84. Alors, donc, je voudrais, quand on parle d'art numérique, on se rappelle que l'art numérique, ça vient aussi avec... c'est venu de l'art vidéo qui s'est numérisé, les petites caméras. Par exemple, ici, une installation de Michel Jaffrenoux. C'est un plein de plumes, c'est-à-dire qu'on voit les plumes qui descendent d'un écran dans l'autre. C'est une installation d'art vidéo, parmi beaucoup d'autres que je pourrais, parce qu'évidemment, je vais vous donner quelques images repères, mais il y en a des milliers, pas des milliers, mais des centaines qu'on pourrait vous présenter, qui n'étaient possibles que par une coordination entièrement numérisée de l'image vidéo. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'art sur le net. Je voudrais aussi vous le... j'ai besoin... Non, ça va.
je l'ai là. Vous montrer un peu ce qui s'est fait aussi sur le net. C'est important parce que là, comme c'est un Mac, comment est-ce que je remonte mon écran pour avoir le... Je ne pourrais pas vous montrer tous les petits YouTube que je voulais vous montrer parce que c'est trop long à charger, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Est-ce que tu peux me remonter l'écran, plein écran? Voilà, il y a plein d'artistes, de graphistes qui ont travaillé en programmant. Parce qu'en 84, on programmait, on n'avait pas les logiciels qu'on a aujourd'hui, évidemment, et qui ont fait toutes sortes, on le voit quand même, on voit le haut, toutes sortes de créations pour pouvoir communiquer. Alors l'intérêt, c'est un graphisme en ligne, et c'est une nouvelle création avec des nouveaux outils, et c'est le fait que c'est en ligne, c'est-à-dire c'est accessible à tous ceux qui veulent se connecter. Alors, voilà, tu peux me aider pour ça, on va le terminer, parce que vous le trouvez sur le web. Alors, merci. Voilà, autre chose ah oui, c'est Maurice Benayoun, je vais vous le montrer aussi quand même rapidement. Vous connaissez peut-être Maurice Benayoun. C'est un artiste, non, il n'a pas voulu, tant pis pour lui. Non, mais c'est un artiste qui a fait un tunnel entre Montréal et Paris. Ça partait du musée d'art contemporain de Montréal et on avait des images qui défilaient dans une sorte de tunnel virtuel en traversant l'Atlantique jusqu'à Paris. C'est un certain nombre d'images comme ça qui ont été des créations complètement nouvelles parce que ce que je vous ai montré avant, c'est du graphisme en ligne. Mais quand vous avez comme cette sorte de processus d'immersion dans un récit, dans un voyage d'images qui viennent meubler les parois du tunnel jusqu'à Paris, c'était un événement assez extraordinaire. Beaucoup d'autres choses comme celle-ci, par exemple, de Lilian Schwartz, un travail de montage, toute la flexibilité que permettent les technologies numériques. Par exemple, ici, d'aller, comme vous voyez bien, situer une partie du autoportrait supposé de Léonard de Vinci sur la Joconde. C'est parmi les nombreuses hypothèses sur la Joconde que ce serait lui en plus jeune et plus beau. Beaucoup de choses qui ont été faites, qu'on fait quasiment même plus maintenant, c'est curieux, parce que c'est l'époque des pionniers, ça, donc, que je vous rappelle. Des artistes qui ont travaillé en animation par ordinateur, extrêmement sophistiqués, sans les logiciels qu'on a aujourd'hui. On n'est pas dans le Photoshop, là. William Latham, par exemple, là, c'est Yoichiro Kawagusha, un japonais, qui fait des univers fluides, sous-marins, de toutes sortes de formes inventées. Ou bien maintenant, celui que je vais vous montrer, William Latham, qui fait des sortes de sculptures en 3 dimensions qui se déplacent, qu'on peut manipuler. Ou bien, en voilà encore une autre. Donc, toute une invention de formes nouvelles, de formes qui n'existent pas dans la réalité et qui sont possibles parce qu'on utilise des outils numériques. Donc, des chimères, et là, le mot pourrait être beaucoup développé, évidemment. Donc, je vais vous rappeler, ça, c'est des arts numériques qui ont déjà une vingtaine d'années ou plus, mais ce sont des artistes qui ont mis ces contenus-là. Maintenant, le SIGGRAPH, le SIGGRAPH, c'est un grand événement aux États-Unis, une sorte de foire annuelle où il y a une partie créative, mais artistique, mais essentiellement sur la science et la science informatique. Mais donc, je vais vous le passer, mais vous pouvez le voir sur Internet. Vous montrer aussi qu'il y a un début à ce qui est maintenant les arts multimédia, les installations en immersion. Cette sculpture-là ne comporte rien de numérique, c'est que de la projection, avec des lettres. Mais on est comme déjà dans une ambiance numérique. Il ne faut pas oublier une chose très très importante, c'est que le code binaire 1 ou 0, ce n'est pas la négation de l'époque de Gutenberg, c'est l'aboutissement de l'alphabet de 26 lettres, ou de 25, ou de 27, ou de 28, selon les langues. C'est-à-dire que finalement, la grande différence, c'est quand on est passé de l'analogique, c'est-à-dire de l'idéogramme, ou on pourrait dire aussi du calligramme, c'est-à-dire d'écriture qui est plus ou moins réaliste, ressemblante, et à un alphabet complètement phonétique, qui est une simplification évidemment de l'alphabet analogique, mais là, il n'y a plus aucune ressemblance entre les lettres ABC et ce dont on parle. Et à ce moment-là, on a une puissance de pensée, d'écriture, de communication
qui est le début de ce que je pourrais dire le numérique aujourd'hui, parce que c'est le début du code binaire. Le code binaire, c'est l'aboutissement de l'alphabet, et avec une puissance d'autant plus grande qu'il y a une simplification. Donc il ne faut pas se tromper sur les époques, sur les grands moments de mutation. Donc ces installations-là, qu'on fait aujourd'hui en numérique, c'est déjà quelque chose qui a un passé. Voilà Simon-Pierre Gour à l'UQAM, nous avons un écran d'animation par ordinateur qui devient presque immersif. Je vais vous passer ça pour gagner du temps, mais voilà des installations qui sont plus récentes, qui sont entièrement 2008, entièrement numériques, celle-ci, mais vous voyez bien qu'il y a une continuité. Et ça, c'est une chose sur laquelle je vais beaucoup insister. À bien des égards, il y a une révolution, il y a une mutation radicale. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que souterrainement, si je puis dire, et beaucoup plus réellement que le slogan « révolution » que moi j'utilise beaucoup aussi, il y a une continuité entre toute l'histoire des arts et les arts numériques. Et sans les arts qu'il y a eu avant les arts numériques, on ne saurait même pas penser les arts numériques aujourd'hui. Il n'y a pas cette rupture. Alors, quand on arrive maintenant à ce qu'on appelle KF, c'est-à-dire l'environnement immersif complet avec une interactivité, une hypersensibilité de tous les éléments de musique, d'image, de déplacement dans cet espace, où on peut faire des expériences fantastiques, on est dans la continuité, au fond, c'est-à-dire, ça a d'ailleurs été souligné par un théoricien américain très intéressant, on est dans la continuation, finalement, du trompe-l'œil, c'est-à-dire d'une image dans laquelle on est immergé comme si elle était réelle et qui est en fait un simulacre. Alors, il y en a toutes sortes. Et vous voyez, les arts numériques qu'on appelait multimédia quand j'étais petit, bon, c'est vraiment en fait multimédia. C'est-à-dire c'est un art qui essentiellement a intéressé les musiciens, les danseurs, les gens de théâtre, qui ont fait du multimédia, c'est-à-dire qui ont été intéressés par la convergence à travers le code binaire de ce qui est de l'image, de la musique, un récit, du mouvement, etc. Les arts numériques, ça premièrement, enfin pas premièrement, mais ça a été aussi dès le début et ça continue à être, et c'est très très important comme dimension de l'environnement interactif, artistique, dans lequel on peut développer un récit, un scénario. Alors, voilà toutes sortes de démarches dans le domaine des arts numériques. Ça, c'est des arts numériques. Et éventuellement, ça n'en est pas. Parce que ça, en fait, c'est des photographies, des films, je veux dire, avec des danseurs, avec des éléments lumineux sur eux-mêmes. Ça c'en est avec du laser et d'autres lumières. Quand on vient avec Raphaël Lozano-Emer, c'est du laser. Il a fait ce genre de manifestations dans énormément de villes au monde et c'est extrêmement puissant comme rayon laser. Et là, on a une dimension supplémentaire, c'est que c'est à distance. C'est-à-dire que c'est commandé par Internet, par des gens qui sont, par exemple, ici, je ne sais pas, mettons que ce soit à Lyon ou à Montréal. Et puis, je dis Lyon parce qu'on a un ami de Lyon ici. Bon, mais c'est en France, oui, il y a un drapeau là, hein, on ne peut pas se tromper. Je ne l'avais pas vu. Bon, ce n'est pas le drapeau québécois. Bon, alors, donc, c'est commandé à distance. C'est-à-dire que vous avez des gens en Amérique latine ou au Japon qui commandent le mouvement des rayons laser et qui font cette sorte d'immense balai géant qui devient un événement à ce moment-là international, convivial, de communication. Et pas seulement de technologie, évidemment, quoique ce soit très beau, mais on sait quand on les regarde qu'il y a des artistes à Tokyo qui sont en train de bouger l'orientation des rayons laser que l'on voit. Alors voilà quelques images. Là, on est dans du contenu d'art numérique de très haute technologie, ça coûte extrêmement cher à organiser, mais qui ne serait pas pensable avec les beaux-arts traditionnels. Maintenant, je veux saluer la présence de Monique ici, et donc la SAT à Montréal et la stratosphère. La stratosphère, j'ai dit la stratosphère, c'est un lapsus intéressant. Je l'ai déjà fait une fois, mais elle a choisi certainement le mot exprès. Voilà une projection 3D d'une architecture, extrêmement ancienne, une ruine d'un édifice religieux, manifestement. On est tous assis au sol sur des petits boudins fauteuils très, très confortables et on est immergé complètement. C'est le plus grand cinéma d'immersion au monde actuellement qu'on a à Montréal.
Et on peut naturellement faire des productions pour ce genre d'espace de toutes sortes. Et absolument, on peut même rendre cet espace apparemment complètement cubique. Vous avez l'impression d'être dans un bureau avec des dalles de tuiles acoustiques avec les réglettes. Et en fait, c'est projeté sur la surface courbe, mais avec toutes les corrections de l'ordinateur. Donc il y a là tout un nouveau cinéma immersif et de performance qui est possible et qui est extrêmement intéressant. Et je n'ai pas d'autres images là parce que l'Internet dans mon hôtel ne marchait pas cette nuit pour que je puisse avoir l'image, c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, il y en a beaucoup d'autres images. Voilà une autre chose que je veux vous montrer, ce que permet le numérique. Ça, c'est de Catherine Icam. C'est un visage, même il y en a deux sur l'écran. On se déplace dans l'espace et en se déplaçant avec un joystick, on commande le déplacement de l'orientation du visage et même de l'ouverture, fermeture des yeux ou du sourire. Et donc, on a une interactivité avec ce visage extrêmement lumineux. Ce sont des sensibilités tout à fait nouvelles qui sont spécifiques au numérique. Ou bien de Marlon Kruger, qui est un... Là aussi, je ne vous montrerai pas la vidéo parce que bon, vous comprenez bien de quoi il s'agit. On a, face à un écran, Marlon Kruger avec les deux mains qui fait bouger une petite marionnette ou qui l'attrape. Donc, une interactivité ludique. Mais vraiment, c'est de la marionnette numérique. Mais la technologie, la programmation qu'il y a derrière pour pouvoir faire ça, c'est évidemment extrêmement puissant, surtout à l'époque, dans les années 90. 80-90, c'était très fort. Ou bien Jeffrey Shaw, qui fait de la bicyclette dans un environnement numérique, de Legible City, la ville lisible. Il se promène dans des rues dont les édifices, la façade des édifices, ce sont des mots. Alors, il tourne à droite, il tourne à gauche, il tourne son volant. Et puis, il n'y a pas de côté de descente, mais en tout cas, il circule dans une ville qui est une ville de façade, de lettres. Toute cette invention-là, en immersion, donc, ce sont les choses qu'il faut... Puis, en voilà une autre. Je n'ai pas l'image de ce que ça donne, mais un cinéma 360 degrés avec des quantités d'images avec lesquelles il joue d'une façon extrêmement virtuose, et c'est extrêmement impressionnant. Voilà, ça c'est des arts numériques parmi les plus grands. Vous avez des choses qui sont... Peut-être celui-là, je vais essayer de le montrer. S'il veut bien. Je vais peut-être taper trop souvent 3 fois. Ah voilà, merci la petite main. Merci Geneviève. Merci, qu'est-ce qu'on ferait sans Geneviève, hein? Mais ça, je suis vraiment désolée, je comprends pas. Allez sur l'écran noir, descendez un petit peu, vous allez avoir une icône dans le bas pour faire connecter. Ah voilà. Voilà. On apprend à tout âge, hein, Geneviève, hein? Bon, voilà. Alors, mais encore, il faut qu'il bouge. Voilà, là, vous avez... Ça, c'est des choses qui... Il y a énormément de choses qui étaient très poétiques et très ingénieuses au début des arts numériques, mais qui sont devenues un peu, on va dire, ludiques et bonbons. Mais Ed Tannenbaum, un Américain californien, naturellement, hein, de l'ice cream, vous vous déplacez devant l'écran et la caméra envoie le signal numérisé à l'ordinateur et le logiciel transforme avec une sorte d'écho chromatique les figures de la personne qui se déplace. Vous imaginez le succès dans un musée de sciences, évidemment, mais en fait, il fallait quand même se voir à l'époque. Moi, je l'ai présenté à Images du Futur, ça en 88 peut-être. C'était quand même très impressionnant de voir ce genre de création. Là, il faut que je revienne. Merci. Maintenant, une autre... voilà. John Vincent, Vivid Effect. Parce que maintenant qu'on a le Wii et le Kinect, on oublie qu'ils sont des succès commerciaux et puis personne ne prétend, en achetant un Kinect à Noël pour ses enfants, que c'est une œuvre d'art. Mais il faut voir, ce sont des artistes qui ont développé ça. Par exemple, John Vincent a développé ce système-là, Vivid Effect, et quand on est devant une caméra et on touche les oiseaux qui passent sur l'écran devant soi et on est intégré dans l'image. Donc on peut être même à 2 personnes comme vous voyez ici. On se promène dans une forêt et on fait des rencontres et on les touche et l'oiseau se met à chanter ou s'envole et des affaires comme ça. Ou bien
ce système, cet orchestre drumming où on tape sur tous les instruments. Et c'est exactement du Kinect d'aujourd'hui en plus artistique et qui a 25 ans. Ce sont vraiment des artistes qui ont développé. C'est pas eux qui ont fait l'argent. Bon. Et c'est vraiment tout à fait extraordinaire la créativité que le numérique a permis en ce sens-là. Et là, peut-être j'aimerais encore le montrer, celui-là. J'ai perdu mon curseur. Ah, le voilà. Il est tombé dans les côtés. Voilà. On peut mettre plus de son. Le son. Sound, please, si c'est possible. Il est branché. Ah bon, c'est un YouTube qui est sonorisé, mais bon, vous imaginez qu'il fait de la musique. Alors, voyez ce brave garçon qui est en train de il se sent pas idiot, parce qu'il se voit sur l'écran faisant de... Voilà. Et alors, il y a les sons selon tous les instruments, les cymbales qui touchent, etc. etc. Alors ça, ce sont des activités que je vais dire qui sont des dérivés des arts numériques qui ont été inventés il y a déjà 20 ans, 25 ans, et qui sont maintenant des choses qui sont banalisées. Ah, voilà. Merci. Merci. Voilà une autre installation qu'on avait présentée à Images du Futur. Images du Futur, c'est une exposition d'art et nouvelles technologies qu'on a présentée à Montréal de 86 à 98 ou 19, je ne sais plus, tous les ans avec des artistes de tous les pays. Et là, c'était une installation de Paul Sermon, un Anglais. Alors là, ça fonctionne de la manière suivante. Dans ce lit, vous voyez, il y a deux personnes, une vraie et une virtuelle. Alors, vous vous couchez dans le lit à côté de la personne virtuelle, qui est elle une personne réelle dans une autre salle ou dans une autre ville. Et alors là, si c'est un garçon et une fille, ça peut commencer à devenir intéressant. Et nous, à Images du Futur, on avait cette salle-là, on avait deux salles, donc les gens ne se voyaient pas, les deux salles étaient vraiment éloignées dans le Vieux-Port de Montréal. Et donc, évidemment, il y a tout un processus d'approche, de timidité, d'audace, le petit toucher où on ne touche pas, et les réactions de l'autre, tout un processus psycho-tactile, on va dire, tout à fait étonnant. Et c'est une expérience en soi, parce que vous vous retrouvez à côté d'une femme inconnue. Il y a toutes sortes de choses possibles qui deviennent ce que j'appelle de la techno-sentimentalité, ou Derrida de Kerckhoff appelle ça de la techno-sentimentalité. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le numérique, ce n'est pas simplement du 1-0 trivial et des circuits imprimés. Il y a une relation avec notre vie, avec notre sensibilité, qui est de plus en plus hybridée. Une autre chose un peu différente, parce que je voudrais souligner que... alors, à gauche d'abord. De Michel Brett et Edmond Couchot. Sur un écran, vous avez une fleur de pissenlit qui est tout à fait dans sa beauté, et vous soufflez sur l'écran. Et quand vous soufflez sur l'écran, il y a un petit micro qui fait envoler les pistils du pissenlit. Alors vous soufflez un petit peu, pas fort, un peu plus, un grand coup sur le côté, et vous avez ce genre d'interactivité-là. C'est ça les arts numériques. C'est ça, vous avez de la poésie. Vous avez quelque chose qui est vraiment d'une nouvelle forme de culture qui correspond à notre monde actuel et qui n'est pas nécessairement seulement ludique, où on s'en va dans des univers de poètes. Ou bien vous avez ici
de David Derlach. Non, je ne vais pas le montrer. Oh, si, il faut que je le montre, celui-là, s'il te plaît. C'est le jardin magnétique. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y a tout un débat numérique, multimédia, nouvelles technologies. À la limite, peu importe si c'est de l'holographie qui est numérique ou qui n'est pas numérique, si c'est fait avec un ordinateur ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Parce que ce qui compte, c'est l'intrusion des nouvelles technologies dans le domaine de l'art et tout ce qui n'est pas virtuel. Parce que là, on a un vrai jardin de fleurs avec de l'émail de fer sur chaque point. Et vous avez ces mouvements-là, en fonction de la musique. Ou bien parce que vous parlez. Ça aussi, on l'avait présenté à Images du Futur. C'est donc en envoyant les pulsions électriques sur les différents... Il n'y a rien qui arrête un artiste. On peut continuer, s'il te plaît? J'espère que ça va vous exciter. Voilà, autre chose de Mignonneau et Sommerer, une Autrichienne et un Français. C'est un jardin, on l'a aussi présenté. Il y a 4 ou 5 plantes. Et quand on touche la plante, l'électricité du corps passe à travers la plante par les racines qui sont connectées par un câble à l'ordinateur et qui développent l'apparition sur l'écran de cette plante. Et si on la touche longtemps, la plante grandit. Et si on est plusieurs, chacun touche une plante, on fait un jardin. Le jardin grandit devant vous et à un moment, si vous êtes plus audacieux, vous allez toucher la plante, la dernière à gauche, qui est un cactus. Et alors, ça éteint tout, si vous touchez. Alors, ça, c'est des genres d'installations qui sont encore extrêmement poétiques. Je vois même dire qu'aujourd'hui, je ne vois plus autant de choses de cette qualité-là qu'on avait à l'époque. Alors, voilà les jardins, ce que ça donne. Ou bien, je vais carrément changer parce que j'ai pris quelques repères parmi tant d'autres possibles. Ce qu'on appelle l'ordinateur portable, wearable computer, c'est-à-dire insérer dans la fibre du tissu du câblage qui permet, commandé par ordinateur en Bluetooth, c'est-à-dire à distance sans que la fille soit connectée à l'ordinateur, toutes sortes d'effets visuels, lumineux, avec de la fibre optique qu'il y a dedans, avec les extrémités, vous savez, c'est l'extrémité de la fibre optique qui est un point lumineux, sur laquelle on peut programmer toutes sortes de choses. Alors, c'est tout à fait étonnant ce qu'on peut programmer. Barbara Lehn, qui est à Concordia, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Vous voyez, voilà un autre exemple de ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, vous pouvez aussi penser à des utilisations industrielles. Ça fonctionne, par exemple, quand vous êtes dans un milieu où vous circulez dans l'obscurité ou dans une usine où vous pouvez, avec votre veste de travail, toucher les boutons, envoyer un message, faire une photo, envoyer un signal d'alarme. C'est-à-dire que la veste devient un véritable clavier d'ordinateur avec des points sensibles et vous pouvez afficher toutes sortes de choses aussi. Alors, c'est un domaine absolument inépuisable qui est encore à ses débuts, mais ça fait parmi toutes les options possibles de numérique. Maintenant, une autre chose, je vais encore avoir besoin de toi, Geneviève, pour celui-là. Après, je vais me calmer. Vous montrer que il y a beaucoup de créativité dans le numérique. Toutes sortes d'inventions qui ont été faites et qui continuent à être faites, qui sont prodigieuses. Mais il faut penser aussi à la nature même du numérique. C'est quoi le numérique aussi? Alors, voilà par exemple des artistes qui ont travaillé sur la visualisation des ondes invisibles dans les ondes courtes dans un milieu urbain, par exemple. Alors, ils circulent avec, vous allez le voir, avec un capteur d'ondes qui
affiche la matérialité lumineuse, si je puis dire, des ondes. Alors, il travaille sur... les arts numériques, il faut aussi quelquefois bidouiller. Hein. Alors, vous allez voir un petit bidouillage, rapidement, mais ça, je veux vous rappeler aussi, ce n'est pas simplement magique. Hein. C'est une magie qui demande du travail. Alors, il prépare comme ça des capteurs, et avec ces capteurs, en mettant plusieurs, en circulant dans la ville, dans un milieu où il y a des appareils téléphoniques mobiles, etc., il peut visualiser toute cette présence, parce que nous sommes immergés dans toutes sortes de fréquences, d'ondes de toutes sortes, au point que même on dit qu'on va attraper un cancer avec ça. Alors, ça, c'est aussi la visualisation de l'invisible qui est dans l'environnement numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bon, je ne vais pas insister trop parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de montrer. Merci. Alors donc, celui-là, je ne le montrerai pas plus. Ce que je veux venir à des choses plus sérieuses, plus philosophiques. Le numérique, c'est une sorte d'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comme précédemment, on a vécu dans un environnement entièrement naturel, ou avec la croyance à des esprits qui habitent les lacs, les montagnes, les arbres, les roches. L'environnement d'aujourd'hui en est un autre. Là, je vous montre cette peinture de Mondrian. Mondrian, c'est un artiste qui a visualisé le fait que nous vivons maintenant dans un environnement urbain, manufacturier et non plus naturel, et qui est géométrique, et qui est signalétique, avec des couleurs primaires. Donc ça, c'est une matrice. C'est une matrice du monde géométrique qui s'est développée dans les années 30, 40, 50, et c'est pour ça que c'est une œuvre iconique et emblématique, parce qu'elle est celle qui condense une représentation du monde qu'on a construit à cette époque, qui n'était pas le baroque, qui n'était pas, la peinture de la Renaissance, qui n'était pas l'art africain. C'était ça, on vivait dans cet environnement-là. Et aujourd'hui, nous vivons dans un environnement numérique. Alors, c'est une visualisation des réseaux dans lesquels on est pris, comme une mouche dans une toile d'araignée. Mais la visualisation de Mondrian est bien meilleure que la mienne, ça je vous le dis tout de suite. Mais il faut voir que le binaire 1-0, ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est la structure géométrique, si je puis dire, d'aujourd'hui. La structure d'aujourd'hui, elle n'est plus géométrique, elle est informatique. Et elle est fondamentalement, le 1-0, c'est aussi important pour nous aujourd'hui qu'a pu être le géométrique dans l'environnement précédent. Et si vous y mettez une perturbation, comme soudain vous avez un 2, là je l'ai matérialisé dans la couleur, vous avez la divergence, vous avez la créativité, vous avez l'évolution, vous avez toute la vie qui vient modifier cette structure que nous avons inventée, qui est une structure inventée comme la géométrie, aussi vraie, aussi fausse, aussi réelle, aussi imaginaire. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le monde numérique que nous sommes aujourd'hui. Et quand on va dans la vie, on n'est plus dans un code binaire, on est dans un code à 4 lettres, ACGT, qui sont les 4 acides de base de la vie, qui permettent d'identifier d'une façon spécifique toutes les espèces du vivant, et qui est susceptible d'évoluer aussi, bon, évidemment. Alors, voilà un autre élément fondamental, une géométrie de la vie, si je puis dire, qui est celle de l'ADN à 4 lettres. Pourquoi 4 lettres? Est-ce que le bon Dieu n'en savait que 4? C'est extrêmement intéressant. En fait, c'est nous qui l'avons inventé. Je doute beaucoup qu'on puisse résumer la vie à 4 lettres. Mais c'est une sorte de structure de base à partir de laquelle il y a les acides, les autres acides, les protéines, toutes sortes d'autres éléments qui, sur ce squelette minimal, viennent modifier toutes les options. Mais c'est ça qui est fondamental dans le numérique d'aujourd'hui, parce que là, vraiment, quand je vois qu'avec la vie, on est aussi dans du code fondamental, basique, à 4, bon. Alors, à partir de là, on peut faire son autoportrait. C'est un jour où j'étais joyeux, ou une petite sensation, parce qu'on peut tout numériser. Vous avez bien vu, on peut numériser ça, mais aujourd'hui, on peut tout numériser, y compris une pensée. Il y a des gens que ça intéresse beaucoup. Un sentiment. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Les codes barres, il y a plus de codes barres dans le monde d'aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de crucifix en un jour aujourd'hui, qu'il n'y a jamais eu de crucifix en 5 ou 10 ou 15 ou 20 siècles avant.
Donc, si le crucifix est important comme repère de la construction de l'Occident, y compris la géométrie de la croix, qui va jusqu'à Mondrian, aujourd'hui, nous sommes dans le code-barre d'une façon encore plus fondamentale et d'une façon brutale, en un tiers de génération. Alors ça, je trouve que là, on touche un élément iconique, emblématique du monde numérique, et avec lequel on peut jouer. Parce que là, je vous ai fait la Vierge à l'enfant pour Noël. Et puis là, je vous rappelle qu'on est un peu comme dans une prison, dans ces codes-barres, parce que ces codes-barres nous identifient et nous gèrent. Et vous savez que là, on peut aller très loin, il y a un risque d'aller très loin. Bon. Qu'est-ce que ça masque, ces codes-barres? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel vide il y a derrière? Aujourd'hui, on est dans une société de consommation et de gestion, dont le code-barre est emblématique, comme la croix a été emblématique du christianisme. Je le dis comme ça brutalement parce que je veux vraiment dire à quel point, ça n'empêche pas d'être chrétien, je veux dire à quel point il y a un changement fondamental là. Et aujourd'hui, on se pose une question de sens. Parce que ce dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est plus des problèmes de technologie, maintenant c'est des problèmes de sens. C'est pourquoi le numérique? Pour dire quoi? Enfin, on peut faire de la sculpture, et alors, si je dis je suis sculpteur, bon, je fais de la sculpture, j'imagine que les gens comprennent que je fais de la sculpture. Mais si je dis je fais de l'art numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez un ordinateur, un téléphone intelligent, un tube laser, ça veut dire quoi? Ce n'est pas suffisant comme réponse. Qu'est-ce que je fais avec les arts numériques? Alors, c'est des questions que je voudrais évoquer comme ça, la classification, l'abondance, j'appelle ça une nouvelle nature morte, l'humanité, parce qu'on est tous des codes-barres, ou bien la Maya Desnuda avec Picasso en train de regarder ses seins et son sexe, ou bien autoportrait, c'est pas le même que celui-là, mais celui-là est vrai. Ça, c'est un vrai autoportrait que j'ai fait. Et là, avec mon petit perroquet. Là, c'est moi et là, c'est mon perroquet. Il dit, je m'appelle Pilou et je suis le perroquet d'Hervé. Et vous pouvez le vérifier, c'est vrai. Et avec les codes-barres, vous pouvez faire aussi de l'architecture. Je veux dire, il y a toutes sortes de développements à partir de là qui se font. Et puis, vous pouvez faire, ça c'est un autre autoportrait, un jour d'été. Et puis, vous pouvez faire un paysage numérique. Vous pouvez faire votre carte d'embarquement pour Air Canada. Maintenant, ça c'est quoi? C'est des codes-barres avec des lignes verticales et horizontales. C'est juste ça. Ce n'est pas plus que ça. Mais ça fait une énorme différence dans la quantité d'informations qu'on peut mettre. Et puis, l'autre chose que je voudrais vous signaler, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une esthétique qui n'est plus dans les nuances, dans les qualités. Nous sommes dans une esthétique quantitative. Et pour ça, il faut bien le voir aussi. Tout se mesure. Toutes les fréquences, c'est des quantités. Les couleurs d'un fichier numérique d'astrophysique pour la science, ça, c'est une commodité de lecture, mais derrière les fausses couleurs, c'est des quantités. Nous sommes dans un monde de la quantité où tout se mesure. La popularité des candidats, le chômage, la crise, l'euro, le nombre de globules blancs ou globules rouges qu'il y a dans votre corps, etc., etc. Et j'appelle ce tableau la nouvelle montagne Sainte-Geneviève, parce qu'aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus de savoir si les pommes sont convexes ou concaves. Aujourd'hui, c'est la quantité, la variation de quantité. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la croix qui est le signe repère, c'est la ligne en zigzag, la ligne de variation de quantité. Bien sûr, elle est principalement utilisée dans le monde numérique. Moi, je trouve que comme artiste, c'est important de s'intéresser au monde numérique financier, parce qu'on est dans un paysage financier aujourd'hui. La météo se fait à Wall Street. Mais c'est ça qui est important aussi à comprendre. Et là, dans ces deux variations du Wall Street Journal dont j'ai recoloré comme les icônes, j'ai rappelé l'ancien signal et le nouveau. Parce que nous ne sommes plus à l'époque de la croix, nous sommes à l'époque de la ligne en zigzag, de variation de quantité. Alors voilà un ciel romantique. C'est les variations des valeurs des actions de Boeing et de Airbus pendant 10 ans. Voilà le nouveau ciel romantique. Et voilà le jeu d'enfants. Ce sont des spéculateurs à New York qui jouent comme des enfants inconscients des conséquences de ce qu'ils font, avec des cubes de couleurs qui sont en fait des variations de valeur à la bourse d'un certain nombre d'entreprises qui ont un certain nombre d'employés. Donc, ils jouent avec ça sans s'occuper de savoir si les employés, quand ils vendent et quand ils achètent, vont en avoir des conséquences ou pas. Alors, c'est la petite dernière, là, une petite icône à la Malevich. Ça, c'est l'industriel qui rêve là-haut de faire de l'argent et qui produit de l'argent avec des gens. Maintenant, je voudrais insister sur l'importance des arts numériques, des arts scientifiques. Ça, c'est un autre aspect.
Vous voyez, je balaye un peu pour essayer de vous rejoindre chacun dans ce qui vous intéresse et puis vous montrer à quel point c'est large les possibilités. Art, science, c'est vraiment un thème qui date de Léonard de Vinci et qui est redevenu extrêmement important aujourd'hui. Parce qu'au fond, tout à l'heure, je vous disais, il y a les militaires, les scientifiques et les artistes. Aujourd'hui, les militaires et les artistes, ça ne marche pas encore très bien ensemble, mais les scientifiques et les artistes de plus en plus. Et les artistes, ce sont quelquefois des gens qui suivent les scientifiques, qui ont quelquefois plus d'imagination que les artistes eux-mêmes, mais qui essayent de les approcher, de les comprendre, de les interpréter, et éventuellement de développer un débat social sur la manipulation génétique, le clonage, l'écologie, etc. Par exemple, voici Eduardo Kac, un artiste qui a signé un lapin qui a été hybridé avec des cellules de cet animal phosphorescent qu'il y a dans la mer. Voilà. Alors donc, pour l'image, il l'a un petit peu blanchi, un peu verdi, comme vous voyez. C'est un abus d'une certaine manière parce qu'il a signé le travail d'un laboratoire de recherche où il y avait 200 personnes dont on ne sait même pas le nom, l'INRIA en France. Mais ce qui est important, c'est le geste de l'artiste. Il prend, si je puis dire, un ready-made scientifique. Et en le mettant en valeur, parce que cette image maintenant est extrêmement connue, il montre ce que nous sommes en train de faire dans les laboratoires, les chimères que nous sommes en train de développer. Il en montre un exemple charmant, mais il y a aussi des chimères qui sont épouvantables. Alors là, c'est une contribution de l'artiste à un débat de société sur la grandeur et les périls de la science. Et là, c'est un travail d'artiste philosophe ou de conscientisateur qui me paraît extrêmement important. Il faut que nous ayons un œil là-dessus. Là, il a travaillé sur des fleurs. Il a inventé une nouvelle fleur qu'il a hybridée lui-même. Et puis, il travaille sur des mythes aussi, on va dire, bibliques. Je ne peux pas vous entrer dans le détail de cette installation, mais ce que je veux rendre hommage à Eduardo Kac, parce que j'ai dit un peu de mal de son lapin, mais ça, c'est vraiment extrêmement intéressant comme démarche, disons, presque métaphysique. Un autre artiste qui travaille sur art et science, c'est Louis Beck. Lui, il commençait par inventer des animaux qui n'existaient pas en ramassant les poubelles. Et il les mettait dans un environnement avec du soufre, parce qu'il voulait montrer qu'il y a un autre écosystème possible, une autre biosphère possible, où les animaux ne meurent quand il y a de l'oxygène, ne peuvent communiquer que quand il y a du soufre, et il faisait des grandes planches anatomiques de son institut parabiologique pour exprimer, décrire d'une façon minutieuse une alternative complète à la vie que nous connaissons, que nous avons depuis découverte dans des fonds sous-marins extrêmement profonds, avec des pressions où on n'imaginait pas qu'il était possible qu'il y ait de la vie. Et donc, lui, ensuite, les a fait en virtuel. Là, le virtuel lui a rendu grand service parce qu'avant, il cherchait les manches à balai et les vieux chiffons. Et là, maintenant, il fait ça en ordinateur et il fait des images magnifiques. Ça, c'était un des premiers artistes qui ont travaillé sur le thème art et sciences. Alors voilà un autre que j'aime beaucoup aussi. Theo Jansen, lui, travaille sur la complexité des systèmes et il nous fait un robot qui se déplace, qui est entièrement conçu par ordinateur, dont les mouvements sont entièrement conçus et contrôlés par ordinateur, et il le construit. Vous avez une sculpture. Je veux dire, les arts numériques, ça peut être très, très réel aussi. Et je ne suis pas sûr que ça va marcher très longtemps, mais en tout cas, c'est impressionnant. Ken Rinaldo, un autre artiste américain, lui, qui a travaillé aussi sur le vivant en hybridant le vivant et le technologique, en hybridant le vivant et le numérique. Alors voilà une bestiole qui nous a sorti. Et puis il y a tout un vidéo que vous pourriez aller voir. Faites Ken Rinaldo sur Internet et puis vous irez voir son vidéo. C'est tout à fait étonnant. Chez nous, on avait présenté Images du futur des poissons hybridés. Ils mouraient tous les jours, mais c'était le début. Et puis, aussi, toutes sortes d'autres démarches qui sont dans le domaine de la science et qui vont aussi chercher du côté de l'astrophysique, qui vont chercher du côté de la matière. Tout le spectre de la science intéresse aujourd'hui les artistes. Cette image-là est intéressante, une Anglaise. Elle a créé cette chienne avec ses chiots. Et cette image a circulé dans le monde entier. On a dit, quelle horreur!
qu'est-ce qu'on nous fait dans les laboratoires? Bon. Et ça a été donc un succès et un scandale médiatique. En réalité, c'est faux. C'est une chimère entièrement numérique. Mais donc, en créant cette chimère-là, avec les petits chiens qu'on aime bien, surtout quand on a des petits, bon, on pose un problème de conscience. Où est-ce qu'on s'en va avec la puissance du numérique et aussi les risques de toutes les manipulations qu'on est en train de faire? Stellark, un artiste australien, lui, il s'est greffé une oreille dans le bras pour mieux entendre. Évidemment, il a même mis un micro pour pouvoir entendre, mais il n'a pas mis une autre bouche pour pouvoir parler. Il y a eu un problème assez rapidement d'infection, il a fallu enlever le petit micro. Mais n'empêche, voilà un gars qui est du côté de l'utopie post-humaniste et qui pense que le corps humain tel qu'il est obsolète, plein de défauts, et qu'avec la science, on va le transformer, on va lui donner des nouveaux pouvoirs, une sorte d'humanité augmentée. Et pour le montrer, il s'est mis un bras robot et il écrit à 3 mains le mot évolution. Vous voyez, c'est très clair comme message. Donc cette idée que nous sommes à un moment de notre évolution anthropologique où le numérique va nous faire basculer quasiment dans le cyborg. Et il fait toutes sortes de gymnastiques pour attraper une balle de baseball ou quelque chose. Et il est extrêmement efficace là-dedans. Et en voilà un autre, Xavier Mort. Lui, il travaille sur les codes, la perception. Oui. Il transforme en écriture des indications sur lui-même. Il a créé un programme d'écriture automatique basé sur la chimie des acides aminés. Donc ce sont ses propres acides aminés. C'est un autre autoportrait qu'il a fait lui, beaucoup plus scientifique et vrai que mes autoportraits en code barre, mais qui montre encore ce travail d'exploration sur l'identité individuelle telle que la science la définit, l'étiquette. Maintenant, une autre idée, pour finir. Nous sommes dans une nouvelle nature, c'est-à-dire une nature qui est numérique. McLuhan le disait déjà que les médias, c'est une nouvelle nature. Et on est dans une nature qui est globale. De plus en plus, nous pensons la nature d'une façon globale et comme unité. Ce qu'on fait ici a un impact écologique là. Et dans ce que j'appelle ce nouveau naturalisme, nous avons une nouvelle sensibilité. Et maintenant, je ne peux pas m'empêcher de regarder le ciel en me disant... en juillet, il ne devrait pas faire si chaud. Le trou d'ozone au pôle Nord doit être bien mal en point. Ou bien je ne peux pas m'empêcher de regarder mon eau où il y a des algues dans mon lac qui se développent en me disant on a un problème écologique et mon petit lac ici est en train d'en prendre plein d'effets négatifs à cause de l'écologie en général. Nous sommes de plus en plus avec un sentiment de la nature qui n'est plus romantique ou bien d'exploitation matérielle, comme dans un monde rural, ou avec des esprits comme dans un monde animiste, mais une nature dont nous avons une conscience de plus en plus savante. Nous avons des informations sur la fragilité de cette nature et les paramètres qui font qu'elle est menacée ou qu'on peut la sauver, etc., etc. Et parmi ces éléments-là, il y a donc c'est un nouveau paysagisme de la nature que je vous propose là, qui est basé sur des images scientifiques qui sont celles de la nature telle qu'aujourd'hui nous en avons de plus en plus conscience et telle que les artistes qui travaillent avec des images par ordinateur et non pas avec de la peinture acrylique comme moi traduisent aussi avec des logiciels. Une chose que j'ai encore... Oui, il faut que je me dépêche. Denis Tremblay à Chicoutimi. Le Mont-Édouard. Il a fait une proposition entièrement conçue par ordinateur sur cette hauteur de montagne, qui est la largeur de montagne, d'un portrait de Saint-Jean-Baptiste et de son doigt, parce que Saint-Jean-Baptiste, c'est le patron du village à côté, qui est donné par la diversité végétale des arbres, et qui varie selon les saisons. Autrement dit, voilà une sculpture environnementale extraordinaire, conçue par ordinateur, qui n'a malheureusement pas pu encore être réalisée, et qui a une valeur symbolique, on va dire même religieuse, mythique pour la région, et qui est basée sur l'analyse. Un pixel, c'est un arbre.
Donc il fait son image par ordinateur et il place les arbres qu'il faut. Ce mont Édouard a été complètement ravagé par qu'on appelle la bestiole qui ravage les épinettes. Et puis donc il est à refaire. Bon. Alors, voilà un travail avec ordinateur sur l'environnement végétal. Je vous le montre pour vous montrer une autre. Et pour finir, je m'amuse beaucoup, mais vraiment beaucoup, à tweeter. Mais comme 140 caractères, ça me frustre, ou ça m'oblige à être meilleur pour concentrer, je tweete aussi, surtout avec des images. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors ça, c'est des petites images très faciles que je fais avec 3 fois rien, et puis avec lesquelles je peux passer des messages, et puis m'amuser, explorer. La mainmise des finances sur la planète, la spéculation sur l'eau, les images de mon ordinateur est peut-être pas assez précis, mais je vous en montre rapidement. Un tweet qui est très très gentil, que je vous adresse à tous. Et même, je peux faire mieux. Je peux vous envoyer 140 tweets, 140 baisers. Le Twitter, c'est comme une mitrailleuse, dans le sens où le jour où Ben Laden a été pris, il y a eu 500 tweets à la seconde. Et maintenant, on est rendu à 25 000 tweets à la seconde pour le Super Bowl, le dernier Super Bowl. Ou 12 000 pour le Super Bowl et 25 000 au Japon pour autre chose. Donc, il y a plein de gens... Alors, ça veut dire quoi, tweeter, hein? C'est comme de fumer une cigarette. Hein? C'est se détendre et se connecter à travers la fumée ou à travers le tweet avec le corps social. C'est quelque chose de très psychologique de tweeter, parce qu'en fait, on ne dit pas grand-chose quand on tweet. Mais on se connecte. On dit, je suis là, j'existe, et puis toi, tu vas me lire, donc tu vas savoir que j'existe. C'est le lien social, essentiellement. Ce n'est pas le contenu, hein, c'est vraiment le cordon ombilical de l'individu perdu dans la masse qui se connecte comme tété. Hein. La cigarette, c'est comme tété, et le tweet aussi. Oui, je fais un peu de psychanalyse aussi, oui. Alors, mais je fais de la musique aussi. Hein. Et me voilà qui est passé devant vous. C'est mon départ, c'est le départ des oies. Mais pas sans que j'ai joué un petit peu à la petite mouche avec vous. Et puis, si vous voulez peut-être réfléchir davantage à ces idées, ce livre-là que j'ai publié en 2010, il est à la 3e réimpression, donc il a des lecteurs, donc c'est pas mon pire. Et donc, mes amis vous le recommandent. Merci beaucoup à vous, et j'espère qu'on a encore du temps pour des questions. Pas de questions, bien.